La conclusion qu'ils tirent trop souvent, c'est changer l'Europe. Malheureusement, cela n'a aucune chance d'arriver si vous connaissez les analyses de l'UPR. Ce ne sont pas d'ailleurs que les analyses de l'UPR. Voici l'avis d'Olivier Delorme. Chacun sait que cette Europe ne sera pas réformée parce qu'elle est irréformable, parce qu'elle a été construite pour servir exactement à quoi elle sert, priver les peuples de toute prise sur le réel et sur leur destin, au profit d'une oligarchie économique, seule patronne de cette Europe. Bah écoutez, c'est plutôt de gauche, mais c'est plutôt bien vu. D'ailleurs, pour parler de la gauche, Frédéric Lordon, qui est très bien perçu comme économiste dans les milieux de gauche, dit, lui, que l'Union européenne est la forme continentale du capital. Donc, en fait, ce côté irréformable, il est valable à la fois pour les gens qui sont à gauche et qui voudraient une Europe sociale, une Europe de gauche, mais il est valable aussi pour ceux qui voudraient une Europe écologique. Cela n'arrivera pas, c'est impossible, cette union est irréformable. Donc il faut faire un Frexit écologique. Il faut dire les choses comme elles sont. L'Union européenne est une des organisations les plus mercantiles et productivistes de l'histoire de l'humanité. Je ne crois pas exagérer en disant cela, je crois que ce que j'ai dit depuis le début de la conférence le montre. Elle contribue au déclin de la vie sur Terre, son bilan est donc accablant. L'Union européenne est un des meilleurs atouts du capitalisme globalisé et de l'oligarchie. Quand on combat l'Union européenne, quand on souhaite se libérer des traités, se libérer de l'Union européenne, eh bien, c'est finalement une excellente manière, là je m'adresse plutôt aux gens de gauche, c'est une excellente manière de combattre le capitalisme. Surtout ce capitalisme globalisé et financiarisé qui est devenu complètement fou. Et puis l'oligarchie. Toujours pour prendre une référence à gauche, j'ai davantage de références de gauche parce que c'est davantage mon univers mental et puis mes références. Ramzi Kabaili, qui a créé le collectif Citoyens Souverains, qui défend le Frexit aussi, un Frexit de gauche, dit que la sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire des traités européens, n'est pas une condition suffisante à la mise en œuvre de politiques solidaires et écologiques. Et je suis parfaitement d'accord. Le Frexit, j'en parle depuis le début de la conférence, ce ne sera jamais une baguette magique. Et si c'est pour sortir des lobbies européens, pour se retrouver avec des lobbies français, pour continuer dans un productivisme à l'échelle française, ça n'a pas de sens. Pour autant, ajoute Ramzi Kabaili, cela en est une condition nécessaire, car les traités européens sont conçus pour empêcher un gouvernement qui serait élu, sur un programme alternatif, de mener sa politique. Et on commence à avoir des précédents avec notamment la Grèce, évidemment. On connaît ces exemples. Alors nous, notre priorité, on ne dit pas frontalement que c'est l'écologie, on dit que c'est recouvrer la souveraineté. Parce que recouvrer la souveraineté est une priorité pour pouvoir mener ces politiques écologiques, pour pouvoir mener des politiques sociales, pour pouvoir décider de ce que nous voulons faire avec notre industrie, etc., etc. L'objectif cardinal, c'est de recouvrer la souveraineté pour avoir des marges de manœuvre. Tout ceci est très bien décrit dans des conférences auxquelles je vous renvoie, donc les conférences de François Asselineau, le jour d'après notamment. Et puis sur la méthode de l'article 50, je renvoie à des interventions, par exemple, de Charles-Henri Gallois. Finalement, en tout cas là je m'exprime à titre personnel, la méthode m'importe moins que l'objectif, qui est se libérer de l'empire de ces traités européens. Notre programme n'est pas juste de sortir de l'Union européenne. Évidemment, on communique sur le Frexit, c'est notre marque de fabrique, c'est ce par quoi les gens nous retiennent, surtout en cette période de Brexit. Mais ce n'est pas notre programme seul, c'est le moyen de l'appliquer. Ce que nous voulons à l'UPR, c'est définir de nouveaux objectifs. Alors, je ne vais pas dire le programme de l'UPR, ce sera fait en temps voulu pour les présidentielles de 2022, simplement dans les grandes valeurs, les grandes trajectoires. L'Union européenne, c'est tout à fait évident, a pour valeur cardinale la concurrence, la productivité, le libre-échange, le commerce, l'expansion du commerce. Et tout ceci se fait sous le règne de la quantité et de l'appât du gain aussi. Ce que nous voulons, c'est simplement modérer ces objectifs-là, sans les faire disparaître tout à fait, quoique moi je suis décroissant et je serais pour les modérer fortement, mais enfin bref. Modérer ces objectifs-là pour privilégier des nouveaux objectifs qui aujourd'hui sont complètement rendus secondaires. La protection de la nature, de la biodiversité. Faire une détente productive. Moi je suis anti-productiviste, mais la position de l'UPR, c'est juste de faire le petit pas en arrière qui permettra de faire cette détente dont les écosystèmes ont besoin et dont la France a besoin. Faire un protectionnisme écologique, démondialiser, relocaliser toutes les activités. Tout ce que je suis en train de décrire là est impossible dans le cadre de l'Union européenne. Ce que nous voulons, c'est une philosophie basée sur un principe de sobriété, de parcimonie,
Nous voulons privilégier la qualité à la quantité. Et puis, il y a un mot sur lequel j'attire votre attention, qui pour moi est très important, c'est la résilience. Dans un futur qui s'annonce un peu, voire très incertain, avec le climat, la dégradation de la biodiversité, des tensions géopolitiques qui peuvent réapparaître, la résilience est une notion qui est incompatible avec les politiques européennes et qui doit être très largement mise en avant. Nous souhaitons faire une politique de détente productive tous azimuts, c'est-à-dire que les agriculteurs qui seraient allés très loin dans la logique productive, qui ont des champs immenses, ils feront plus attention, ils auront des haies, on les aidera à avoir des cultures plus diversifiées, et puis on aidera à se développer des méthodes qui sont aujourd'hui complètement étouffées par la logique productive. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe en permaculture, c'est quelque part c'est un héros, parce qu'il va complètement à l'encontre de toute la logique des lois économiques de l'Union européenne. Et en fait, il va contre vents et marées. Et c'est en plus un métier très difficile de produire au-delà de sa consommation personnelle. Donc je considère vraiment les permaculteurs comme des héros qui défendent un monde qui ne les accepte pas parce qu'il est dans l'empire des règles européennes. Idem pour les autres formes d'agriculture. Je parle de permaculture, mais c'est vrai pour toutes les formes d'agriculture écologique, il existe une certaine variété. Nous voulons évidemment préserver la faune et la flore, donc avoir une vraie politique de biodiversité, renforcer les zones protégées. Donc même si on sort de l'Union européenne et que les zones Natura 2000 sont rendues caduques, on mettra quelque chose peut-être de mieux à la place, on essaiera. Faire cette détente productive agricole dont je parlais. On n'a pas d'objectif chiffré annoncé sur les pesticides, mais on souhaite aller clairement dans une logique de baisse drastique. Respecter davantage les forêts. Renationaliser réellement l'ONF et lui réattribuer ses rôles qui ne sont pas économiques, qui sont de protection de la forêt. Promouvoir une pêche artisanale et peut-être mettre hors service quelques très très grands bateaux, ou en tout cas limiter leur usage. L'aggradation des sols doit être une priorité. En fait, les sols depuis des décennies se sont dégradés, les vers de terre ont disparu. J'avais dit dans la dernière conférence, ça avait fait un peu rire que j'étais pour l'existence d'un ministère des vers de terre. Mais je maintiens, en fait, ça devrait être un objectif fondamental. Il faut une grande politique d'aggradation des sols où on permet à la petite vie, les petits animaux qui vivent dans la terre, de revenir à des niveaux normaux, alors qu'ils ont été très largement éliminés par l'agriculture productiviste. Et puis, alors ça c'est pas tellement lié à l'Union européenne, mais on le souhaite, un coup d'arrêt à l'étalement urbain. Tout ceci va dans le bon sens, et il y aurait évidemment beaucoup à faire. Ce sont des objectifs qui sont très difficiles à atteindre et qui nécessitent des efforts longs et sur la durée. Autre exemple, je parlais de protectionnisme. Nous sommes pour une douane verte. Une douane verte, c'est tout simplement un filtre qui dit que si un produit est extrêmement polluant, on n'en veut pas. On le refuse à la frontière. S'il est un peu polluant, on envisage des quotas, on restreint son accès ou on le taxe. Et puis, c'est essayer de ramener du bon sens. Le bon sens, c'est de prendre l'ensemble du cycle de vie. Aujourd'hui, dans les produits qui nous viennent de l'étranger, il y a quelquefois des produits qui sont de très grande qualité, qui sont fabriqués par des gens très compétents à l'international, auquel cas il n'y a pas tant de choses à dire que ça. Mais il y a trop souvent des logiques de dumping qui consistent à avoir des bas salaires, à avoir des normes écologiques qui ne sont pas respectées. Tout ça, il faut le prendre en compte, ainsi que le transport et le cycle de vie de conception, fabrication, usage du produit. Je n'ai pas parlé de la SNCF. Nous souhaitons rénover la SNCF, lui rendre sa grande mission de service public qu'elle a eue pendant des décennies. À droite, vous avez ici le maillage du réseau ferré français tel qu'il était dans les années 20. On avait un maillage très serré et on trouve dans toutes les régions de France, de métropole, on trouve d'anciennes gares désaffectées qui correspondaient à ce réseau-là. Sans aller jusqu'à un réseau aussi dense, on peut proposer un grand plan de développement du train pour offrir une réelle alternative à la voiture, parce qu'on sait que le tout voiture, on n'en sortira jamais par la logique du marché. C'est juste pas possible. On a besoin d'avoir une politique volontariste, qui est d'ailleurs assez incompatible avec l'Union européenne. On a besoin de mettre de l'argent sur la table, d'y aller, et puis de créer des nouvelles voies, de renationaliser, etc. Si nationaliser la SNCF et lui redonner les moyens de son activité normale, cela peut se faire assez facilement, c'est dans le programme de l'UPR. On peut aussi imaginer que dans un grand référendum, on ajoute la possibilité de proposer aux Français de gros investissements financiers pour
resserrer le maillage du train en France et que les villages qui sont assez gros soient reliés aux autres par le train. J'en parlais dans un référendum, on souhaite parler davantage d'écologie et en parler beaucoup mieux que ce qu'on voit dans les grands médias actuellement, qui est souvent soit sensationnaliste, soit un peu inconséquent, un peu trop léger. On voudrait faire une grande consultation des Français pour leur proposer plusieurs choses. Donc à l'issue de débats réellement contradictoires, en invitant des tendances diverses et variées, faire un référendum multiple. Par exemple, sur ce grand investissement qui serait la relance du train en France. Est-ce que les Français sont d'accord pour qu'on dépense plusieurs milliards d'euros pour relancer le train en France? Par exemple, comment on fait pour le carbone? Est-ce qu'on accepte de faire une taxe? Est-ce qu'on préfère une logique avec un marché, avec des quotas qui s'échangent, tel que ça s'est fait par l'Union européenne et qui a lamentablement planté? Enfin, il y a quand même plusieurs options intéressantes qui s'offrent. On a la notion de chèque vert, par exemple, qui était intéressante. Donc on pourrait proposer plusieurs choix aux Français. Et puis, le nucléaire. Les Français ne se sont jamais prononcés sur le nucléaire. Nous, on est écologistes, mais on ne se prononce pas sur la question nucléaire parce qu'on la considère comme secondaire relativement à notre souveraineté. Ce serait bon quand même, au bout de quelques décennies, de se prononcer sur est-ce qu'on relance les centrales nucléaires ou est-ce qu'on préfère, comme l'Allemagne l'a en partie fait, renoncer aux centrales nucléaires. Et puis, la sobriété énergétique. On comprend tous qu'on allait trop loin dans les consommations d'énergie. Trop d'électricité, trop de consommation de produits pétroliers, trop de nuisances associées. Donc on a besoin de consommer moins d'énergie. Cela, il ne faut pas le faire avec des politiques d'austérité. Sinon, c'est une dictature verte, une dictature écologique, comme on en entend quelquefois parler tout de même. Il faut s'accorder avec les Français pour savoir où ils préfèrent faire des efforts. Et puis, on souhaite renverser la logique que l'Union européenne a installée. Clairement, dans la logique actuelle de l'Union européenne, les multinationales et les lobbies ont une forte influence sur l'Union européenne, qui elle-même édicte des lois et des politiques qui vont s'imposer au peuple. On veut renverser cette logique-là. On veut qu'une union populaire contrôle de façon traditionnelle l'État français et que l'État français ait les moyens, en n'étant pas corseté par les règles européennes, de poser des limites fortes et claires et simples à la prédation excessive des multinationales. J'insiste sur le fait que, tant que nous serons dans l'Union européenne, tant que nous serons sous l'empire de ces traités, aucune démondialisation n'est possible. Ce que nous avons actuellement, chaque année davantage, c'est un accroissement de la mondialisation, davantage d'éparpillement des lieux de fabrication, davantage de transport. Aucune démondialisation n'est possible dans le cadre de l'UE. Aucune relocalisation non plus, à cause de l'article 63. Aucune préservation et régénération de la nature à cause des impératifs de productivité. Aucune sobriété énergétique, puisqu'on souhaite, c'est inscrit dans le marbre des traités, l'expansion de la consommation et la croissance économique. Pas non plus de croissance des modèles agricoles qui sont aujourd'hui étouffés par l'agriculture productiviste. Pas non plus d'autonomie alimentaire ni de souveraineté alimentaire, parce que toujours plus d'échanges entre les pays. Tout ceci est impossible tant que nous serons dans l'Union européenne. Pas de résilience non plus, tant les flux de marchandises et les flux de capitaux font que la résilience est mise à rude épreuve par les politiques de l'Union européenne. En conclusion, si nous souhaitons faire une démondialisation responsable, si nous souhaitons un après-développement qui préserve la prospérité, si nous voulons une agriculture et une pêche à taille humaine, si nous voulons construire une société de parcimonie davantage en harmonie avec la nature, nous devons faire le Frexit écologique. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.